Nous sommes ravis de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, le rendez-vous qui met en évidence les initiatives visant à contribuer au développement du continent africain. Le point de l'actu reviendra sur les principales informations de la semaine et le best-of passera en revue quelques productions de votre chaîne de télévision. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Le programme Inteleka a été lancé à Rabat et fait suite à la signature devant le roi Mohamed VI des conventions actant le démarrage du programme d'appui et de financement des entreprises. Le lancement du programme a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun. Un récit de Souel Jalil. Annoncé lors d'une conférence de presse par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, le programme entre désormais dans sa phase active. Dans les détails, le dit programme démarra par l'activation des accords signés dans ce cadre devant le roi Mohamed VI. Son activation représentera également l'occasion pour le ministère, Banque El Maghreb, le groupement professionnel des banques du Maroc et le fonds Hassan II de présenter un certain nombre de produits et d'offres bancaires. Pour l'heure, la nécessité pour chaque banque est de ratifier des conventions bilatérales avec la Caisse centrale de garantie. Le programme intégré de financement et d'appui des entreprises s'est défini plusieurs gageurs aptes à consommer une rupture avec tout ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. Par ailleurs, et toujours selon Ben Chaboun, les travaux d'activation se concentreront sur l'élargissement de l'accès des entreprises aux prêts bancaires. À cette fin, un montant de 8 milliards de dirhams sera alloué. Toujours au Maroc, l'association Al-Had Al-Jadid dans la ville de Témara fait figure de modèle pour le rôle de la société civile dans l'encadrement des jeunes. L'association les aide à solliciter un soutien financier et moral, leur permettant par la suite de créer leur propre entreprise. Souel Jalil. Nous sommes au centre de formation et de développement des compétences des jeunes à Tmara. Ici, des dizaines de porteurs de projets sont formés chaque jour. Objectif, être capables à la fin de leur cursus de créer et gérer leurs propres entreprises. Ce centre fonctionne grâce à différents opérateurs, son staff, la Fondation Mohamed V pour la solidarité et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Notre but est unanime. Aider les jeunes entrepreneurs à monter leur propre structure et être en mesure de les développer. On a conçu une cellule de création et d'élaboration des projets. Les jeunes entrepreneurs soumettent leurs dossiers. Ils sont ensuite pris en charge par un comité qui désigne les idées les plus novatrices. Une fois sélectionnées, ces personnes commencent à monter leur propre structure. Depuis 2016, une trentaine de projets ont vu le jour grâce à cette association, un bilan rendu possible grâce à l'enthousiasme des entrepreneurs et leur engagement à développer leurs propres projets. La Banque africaine de développement a présenté à Abidjan son rapport annuel sur les perspectives économiques. L'année 2020 s'annonce prometteuse pour le continent africain selon ce rapport. Les détails avec Max Soubi et Joseph Zikré. La Banque africaine de développement table sur une poursuite de la croissance du continent malgré les chocs extérieurs. C'est ce qui ressort de Perspectives économiques 2020, la publication phare de la banque. Selon le rapport, la croissance économique de l'Afrique est restée stable à 3,4% en 2019 malgré les chocs extérieurs et elle est en passe d'atteindre 3,9% cette année et 4,1% en 2021. Donc ça veut dire que le pays africain, les taux de croissance sont bons. Mais ce que nous avons retenu, il faut que cette croissance soit inclusive. Il faut travailler sur la création d'emplois, surtout pour les jeunes, qui sont très, très, très important. Et aussi, il faut travailler parce qu'il faut être sûr que les cadres entre les compétences, au niveau des compétences des gens qui quittent l'école et ce que les business cherchent, il faut réduire cet écart. De façon générale, les prévisions montrent que les bases fondamentales favorables à la croissance du continent se sont améliorées grâce à des éléments moteurs qui s'orientent de façon progressive vers les investissements. Plusieurs secteurs sont porteurs de croissance cette année.
La troisième édition des Transformers Awards, qui s'est tenue à Marrakech a choisi de primer cette année les expériences de transformation digitale des plus abouties. L'étude a permis de signer des prix de 12 banques de la région MENA, 13 banques qui ambitionnent de mieux répondre aux exigences des clients de plus en plus connectés et de réaliser la performance en mesurant le retour sur investissement des initiatives de transformation digitale. Depuis plus de 3 ans, Trusted Advisors présente une nouvelle lecture du processus de transformation digitale des banques. Cette transition remet en question les modèles économiques, les dimensions organisationnelles, structurelles et le processus d'innovation parcours client. C'est un travail neutre, approfondi, qui était destiné à décortiquer les mécanismes et les dynamiques organisationnelles, les dynamiques d'innovation, les dynamiques aussi d'expérience client, de satisfaction des clients. Et donc, il y avait, en tant que livrable de cet effort, en fait, un livre, ou plutôt un rapport d'une centaine de pages qu'on diffuse sur le site de cette initiative, transformersawards.com, et puis qui est accessible, qui donne un peu les tendances globales et qui montre les faits marquants de ces 13 acteurs qui se distinguent. Le rapport retient donc le cas des banques qui sont parvenues à se distinguer dans un marché concurrentiel et qui créent la différence. Le renforcement de la maîtrise de la connaissance client est un enjeu essentiel dans la transformation digital banking. Pour mieux se positionner dans un marché très concurrentiel, les banques, comme l'indique le rapport 2020 de Trusted Advisors, doivent œuvrer pour une meilleure connaissance et expérience client à travers l'exploitation pertinente de la data et des démarches bottom-up. Un grand barrage et une vingtaine d'autres infrastructures hydriques de petite dimension, c'est ce que prévoit entre autres le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Une rencontre de communication et de sensibilisation tenue lundi dernier à Casablanca a été consacrée à l'annonce des projets les plus importants prévus au niveau de la région de Casablanca-Cetad au titre de ce programme. Les détails dans ce reportage d'Issam Abari sur un récit d'Allah Benani. La gestion de l'eau, au cœur d'un débat ce lundi à Casablanca, les intervenants étaient unanimes sur la question de la rationalisation de l'utilisation des ressources hydriques. Pour eux et les tributaires, de l'amélioration de la qualité des infrastructures pour limiter les fuites d'eau et l'orientation vers des cultures moins gourmandes en eau, en collaboration avec les professionnels du secteur afin d'accompagner les agriculteurs du monde rural. Plusieurs projets et actions de la région de Casablanca-Stade sont prévus dans le cadre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Le premier volet se penche sur le développement de l'offre hydrique avec la construction d'un grand barrage à l'aval d'El Messira avec une capacité de 60 millions de mètres cubes et un coût global de 500 millions de dirhams, ainsi que 20 nouveaux petits barrages, un à Ben Slimane, un à Barchid, 4 à El Jadida et 14 à Stade. Il est aussi question dans ce volet de se pencher sur le dessalement d'eau de mer. Une station pour le Grand Casablanca est programmée pour un débit de 200 000 mètres cubes et un coût global de 4 milliards de dirhams. Le deuxième volet se penche sur la gestion de la demande et de l'économie d'eau, grâce à un programme d'irrigation qui se chargera de la reconversion collective à l'irrigation localisée, la reconversion individuelle à l'irrigation localisée et la modernisation et la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau à but multiple. Parlons de négociations entre l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les services d'inspection sanitaire des animaux et des plantes aux États-Unis. Elles ont abouti à la signature du plan d'action opérationnel qui donne le feu vert à l'ouverture officielle du marché américain aux exportations marocaines de framboises. Il s'agit d'une grande première. Anissa Araou revient sur les détails de cet accord. Cet accord est le fruit des négociations initiées entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts au Maroc et son homologue américain. Les autorités américaines exigent que les framboises soient emballées dans les unités de conditionnement autorisées par l'ONSSA. Elles exigent aussi que toute exportation soit impérativement accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré par l'Office, attestant que les fruits ont été effectivement produits et emballés conformément aux exigences des États-Unis.
Selon le communiqué de l'ONSSA, le nombre d'établissements autorisés par les services compétents qui opèrent dans le secteur des fruits rouges s'élève à 68, soulignant que l'ouverture de ce marché contribuera à l'augmentation des exportations marocaines de fruits rouges, filière qui a connu un développement continu au cours des dernières années dans le cadre du plan Maroc Vert et les efforts des professionnels du secteur. Autre chose à présent, l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, où sont accueillis les rapatriés de Wuhan, abrite une structure sanitaire de référence en matière de lutte contre les maladies infectieuses et tropicales. Les explications de Souel Jalil. Nous sommes au centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Ici, une partie des Marocains rapatriés de la ville de Wuhan seront mis en observation pendant une période de 20 jours. Une veille permanente et une surveillance médicale étroite sera agencée, et ce, sous la supervision d'équipes dédiées et formées à cette fin. Donc, le centre de virologie des maladies infectieuses tropicales a été inauguré par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le 7 mars 2016. Ce centre se compose de 4 services. Un service de maladies infectieuses et tropicales qui est subdivisé en 3 unités. Une unité dédiée pour l'hôpital du jour. On fait le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses transmissibles, donc qui ne posent pas de problème de confinement. Et on a 2 autres services de confinement, le confinement 2 et le confinement 3, qui sont destinés pour les pathologies qui sont hautement contagieuses. Doté d'équipements dédiés au diagnostic et au traitement des maladies infectieuses virales, bactériennes, parasitaires et mycosiques, le centre de virologie de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat assure également la prise en charge des maladies hautement contagieuses nécessitant un confinement. Faire du Maroc une destination authentique qui offre une diversité d'expériences à partager, c'est le leitmotiv de la Confédération nationale du tourisme qui vient de présenter sa feuille de route 2020. Les détails avec Younes Benzineb. À l'initiative du secteur privé, le tourisme au Maroc a désormais sa feuille de route. Une annonce faite par la Confédération nationale du tourisme. Un plan d'action qui a pour objectif d'assurer un développement inclusif du secteur tout en améliorant sa compétitivité, et ce, malgré les nombreux défis et les attentes grandissantes. La CNT a plaidé en faveur du renforcement du transport aérien et des investissements pour la promotion de la destination Maroc. Selon les dernières statistiques, le Royaume compte plus de 2000 établissements hôteliers, soit une capacité d'accueil de 400 000 lits, dont 15 000 établis dans la ville de Marrakech. Le secteur touristique au Maroc compte plus de 750 000 emplois directs, représente 7% du PIB national et génère 80 milliards de dirhams de recettes touristiques par an. L'Égypte atteint 100 millions d'habitants au cours de ce mois de février. Une hypernatalité qui inquiète les statisticiens à plusieurs niveaux. Ala Benani nous en dit plus. 26 millions d'habitants en 1960, 55 en 1990, 100 aujourd'hui et 200 millions dans moins d'une génération. L'Égypte se développe sous le poids de sa surpopulation. Les habitants du Caire n'en peuvent plus. C'est le cas d'Rania par exemple, qui rêve un jour de vivre dans un endroit moins étouffant et plus accueillant. Je veux partir d'ici avec mes enfants dans un endroit où il y a de meilleures mentalités, un endroit propice à l'éducation de mes enfants, un endroit qui n'influencerait pas négativement mes enfants. Malheureusement, la vie ici n'est pas du tout favorable. Je rêve de vivre par exemple dans un quartier comme celui du 6 octobre. Même si le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi évoque régulièrement le sujet de la croissance démographique comme un défi aussi grave que le terrorisme, rien n'y fait. Face à ce tsunami nataliste, le président du département des statistiques démographiques et des recensements propose la limitation des naissances. Réguler les médias dans un contexte de transformation numérique rapide, c'est le défi lancé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc. La HAC a organisé une rencontre internationale à Rabat en présence de plusieurs experts en matière de régulation audiovisuelle. Les précisions avec Sanaï Yassari. Discours de haine, protection des données personnelles, nombreux sont les enjeux auxquels les régulateurs devraient faire face aujourd'hui pour assurer un écosystème digital sain. Pour répondre à cette attente, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
organise une rencontre internationale d'échange entre les régulateurs membres du réseau africain de régulation de la communication, du réseau francophone des régulateurs des médias et des représentants d'instances de régulation d'autres régions du monde. Les effets, je dirais, disruptifs et multifacettes de la révolution digitale ont touché non seulement les écosystèmes médiatiques, mais aussi les sociétés et les individus, ce qui a interpellé les régulateurs des médias qui se sont vus devant une pression de l'opinion publique, de la société, pour réfléchir aux moyens de préserver la liberté d'expression qui a été élargie grâce à Internet, grâce aux plateformes numériques, grâce aux réseaux sociaux. Si Internet et les réseaux sociaux ont totalement changé les modes de consommation des contenus audiovisuels dans le monde, les régulateurs restent toujours confinés dans leur rôle strictement lié aux opérateurs de radio et télévision. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, une question qui fait souvent l'objet de débats. Le dernier en date, celui lancé à Rabat au Maroc par le président de la FIFA. Gianni Infantino, lors d'un séminaire consacré au développement des compétitions et infrastructures en Afrique, a préconisé que la CAN soit désormais organisée tous les 4 ans et non tous les 2 ans. Une question que les dirigeants de la CAF doivent étudier. Lors de ce séminaire, Gianni Infantino a promis que la FIFA allait verser $1 milliard pour que chaque pays africain puisse se doter d'un stade de classe internationale. Nous ouvrons la deuxième partie de ce rendez-vous en Tunisie où on utilise les nouvelles technologies pour secourir les abeilles. Pour préserver cette espèce essentielle à la planète, une start-up tunisienne a développé un appareil intelligent pour aider les apiculteurs à suivre leurs ruches et réduire les pertes. Suivons. L'abeille est apparue sur Terre depuis près de 80 millions d'années. Elle a survécu aux multiples bouleversements climatiques de la planète, mais les dérèglements observés depuis 50 ans environ fragilisent cet insecte emblématique. Les petites travailleuses du miel sont donc menacées et ce n'est pas cette apicultrice tunisienne qui dira le contraire. J'ai commencé par 15 ruches, j'ai rencontré de nombreux problèmes tout au long de mon expérience, dont le plus important était le vol de ruches et le changement climatique qui a provoqué l'effondrement des ruches en raison des fluctuations soudaines de la température et de l'humidité. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouvelles technologies qui puissent nous informer de tous les aléas qui peuvent survenir dans les ruches, et notamment à cause du changement climatique. Qu'il s'agisse d'incendies, de changements de température ou d'humidité, de tels outils technologiques vont nous permettre de prendre des décisions importantes à l'avenir pour mieux développer la production des ruches. Afin de préserver cette espèce essentielle à la planète, une start-up tunisienne a développé un appareil intelligent pour aider les apiculteurs à suivre leurs ruches et à réduire les pertes. Le principe est simple. Les indicateurs tels que la température, l'humidité et la qualité du bourdonnement des abeilles sont surveillés. Lorsque ces indicateurs deviennent inquiétants, une alerte en temps réel est envoyée aux apiculteurs. Ce que nous avons essayé de faire en tant qu'entreprise, c'est de développer un appareil qui aide l'agriculteur à améliorer sa rentabilité et son efficacité en détectant les signes de problèmes pouvant survenir dans la ruche. Ruches connectées, caméras de surveillance, compteurs d'abeilles. Depuis quelques années, les innovations technologiques fleurissent en masse dans le domaine apicole pour améliorer la production du miel. La production mondiale de miel stagne autour de 1,8 million de tonnes, dont près de la moitié est concentrée en Asie, suivie par l'Europe et l'Afrique. Quant à la consommation mondiale de miel, elle progresse modérément de 1 à 2% chaque année. Le marché européen, un des plus dynamiques, en absorbe le quart. Rendons-nous au Burkina Faso, précisément à Barsalogo, épicentre d'une crise humanitaire grandissante. La région de la petite ville du centre-nord du pays accueille 270 000 déplacés et réfugiés fuyant les violences intercommunautaires. Je vous propose de suivre cet élément. À Barsalogo, dans le centre-nord du Burkina Faso, un camp de fortune. Ici, s'entassent femmes, vieillards et enfants. En tout, près de 270 000 déplacés vivent dans un total dénuement. Dans le secteur 4 du camp,
2000 personnes vivent dans quelques 300 abris dressés par la communauté. Elles ont fui les attaques terroristes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Des enfants passent le temps sur une petite aire de jeu, tandis que des femmes préparent le repas. Taïbata Ouedraogo, mère de 3 enfants, vit là depuis 5 mois. La gorge nouée, toujours sous le choc. On ne sait pas qui nous attaque, mais ce sont généralement des jeunes hommes aux traits de peul. On entend des bruits de moto et brusquement ce sont des tueries. Ils viennent en binôme, en moto, un qui conduit tandis que l'autre tire sur les gens. Ils tirent à l'aveugle. Ils tirent sur tous les garçons, adultes et enfants. Ici, on ne vit plus, on survit. Adam Azabré, un commerçant de 52 ans, père de 15 enfants, a fui son village. On n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas s'aventurer dans un rayon de 2 km hors de Barsalogo au risque de se faire tuer. L'avenir est sombre, on n'a pas de ressources, on vit au jour le jour, tout ça à cause des peuls. Beaucoup de déplacés ne s'arrêtent plus à Barsalogo, jugées trop dangereuses. Sur la piste de terre rouge-orangée, menant vers le sud et à Kaya, charrettes et triporteurs se suivent. Pour aller le plus loin possible de la violence, dans un autre camp, vivre une vie tout aussi difficile. Pour l'heure, les forces de l'ordre burkinabé, sous-équipées et mal entraînées, n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence. Selon l'ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4000 morts en 2019. Au Nigeria, frustré par l'un des taux d'agression sexuelle les plus élevés au monde, la mauvaise application des lois et les tabous tribaux qui empêchent les populations de parler de violences sexistes, certaines Nigérianes rompent avec la tradition pour suivre des cours d'autodéfense. Et ces cours semblent bien porter leurs fruits. Le récit de Noah Bazir. Les gestes sont précis, la concentration est sans faille. Cette séance particulière est en réalité un cours d'autodéfense consacré exclusivement aux femmes. Au Nigeria, pays de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'agression sexuelle est l'un des plus élevés au monde. Face à la mauvaise application des lois et aux tabous tribaux qui empêchent les gens de parler de violence, certaines Nigérianes ont décidé de rompre avec la tradition pour suivre des cours d'autodéfense. Un groupe de protection des droits locaux et un entraîneur de boxe ont uni leurs forces pour offrir une formation gratuite qui tente de mettre fin aux problèmes largement inexprimés de la violence quotidienne contre les femmes. C'est étrange, très étrange qu'une femme veuille apprendre à se défendre si elle se retrouve dans une position dangereuse. Personne ne sera de votre côté. Ils vous diront juste que vous n'êtes pas une femme soumise. Ils vous disent que vous êtes devenue féministe et qu'en Afrique, on ne fait pas ça. You've become a feminist, and so because you've started listening to all these things that are happening, and then in Africa we don't do that. Adeola Olamide est une nouvelle élève du groupe Women Impacting Nigeria. Cette mère de 3 enfants garde un souvenir choquant de la première fois où elle a été agressée chez elle. Emplie de peur et de honte, elle a décidé d'apprendre les techniques nécessaires pour repousser un agresseur. Pour son premier cours, gants de boxe et tenues de sport sont requis. Les élèves remplissent rapidement la salle et commencent à taper dans des sacs de boxe. Olamide et 20 autres femmes apprennent ici des techniques de base de blocage, de frappe et d'évasion durant un cours qui durera 2 heures chaque semaine. Quand il s'agit de femmes qui s'impliquent dans tout ce qui a trait au physique, donc spécifiquement pour combattre et se défendre, il y a un tabou.
Ce tabou vient des pressions sociétales, des perceptions, mais aussi des femmes elles-mêmes, n'ayant pas la confiance en elles pour pouvoir réellement atteindre ce qui est nécessaire pour devenir compétentes en matière de légitime défense. Après sa première séance, Olamide compte revenir régulièrement. Si sa confiance en elle n'est pas encore totalement rétablie, Olamide et toutes ses camarades disent non aujourd'hui à la violence faite aux femmes au Nigeria. Et c'est ici que se referment les portes de l'Afrique en mouvement. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique. À très bientôt.